Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est un format nouveau sur ma chaîne YouTube. Il s'agit des rendez-vous mensuels professionnels. Donc tous les mois sur ma chaîne YouTube, on va interviewer un ou une professionnelle du secteur de la mode et du luxe. Aujourd'hui, je suis avec Maître Glynis Makoundou, avocate au barreau de Lyon, spécialisée dans l'univers mode et luxe. Et du coup, on va lui poser quelques questions pour qu'elle puisse nous aiguiller sur le droit et l'univers juridique dans le milieu de la mode et qu'elle puisse également nous parler de son parcours. Bonjour à tous et merci Mélissa pour ton invitation. Bon bah avec plaisir. On va commencer du coup les questions. En tout cas, merci Glynis d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Donc tu es la première invitée sur ma chaîne. Afin que mes abonnés puissent comprendre davantage ton métier et tes missions, voilà, est-ce que tu peux nous les expliquer? Avec plaisir. Alors je suis avocate en droit du numérique et en droit des affaires. Ma formation, c'est une formation en droit des affaires, donc j'ai un diplôme de juriste conseil d'entreprise et je me suis formée également en propriété intellectuelle. Ensuite, j'ai travaillé donc en entreprise dans le secteur du numérique et j'ai acquis de l'expérience dans ce secteur. Et début 2022, j'ai décidé de créer un cabinet qui est destiné aux acteurs et aux professionnels, aux entrepreneurs de la mode, donc que j'accompagne en conseil comme en contentieux. Donc le conseil, c'est tout ce qui concerne la rédaction de contrats et du conseil stratégique, par exemple en propriété intellectuelle. Et le contentieux, c'est quand il y a des litiges et qu'il faut les régler soit à l'amiable, soit devant les tribunaux. Justement, très régulièrement, mes abonnés me demandent quels sont les différents métiers et les différentes voies dans l'univers du luxe, parce qu'il y a énormément de métiers dans le milieu de la mode et du luxe en général, mais on ne les connaît pas tous malheureusement. Pour celles et ceux qui aimeraient justement faire comme toi, finalement, quel est le parcours le plus évident et le plus logique pour atteindre ce métier? Alors le parcours pour devenir avocat commence par des études de droit, donc à la faculté, à l'université. Il faut avoir un master 1 pour pouvoir présenter l'examen d'entrée à l'école des avocats. Donc il y a des réformes qui sont en cours, bientôt il faudra peut-être un master 2, mais pour l'instant c'est le master 1. Et ensuite, il y a donc une fois admis à l'école des avocats, il y a 18 mois d'école durant laquelle on fait plusieurs stages et on a également des cours. Et ensuite, la prestation de serment et voilà, vous êtes avocat. Donc pour l'être dans le secteur de la mode, ce qui est important, c'est de faire le bon choix de matière pour pouvoir conseiller les acteurs de la mode dans un secteur particulier. Donc ce qui est très pertinent, c'est le droit de la propriété intellectuelle, mais aussi tout ce qui concerne le digital, qui se développe beaucoup pour les acteurs de la mode, et le droit de l'environnement également. Oui, c'est vrai que l'environnement prend un pas de plus en plus important dans le milieu de la mode, effectivement. Et justement, tu nous parlais que tu avais un rôle de conseil et également de contentieux. Finalement, en général, dans le cadre de tes missions, quels sont les challenges que tu rencontres le plus ? Alors les challenges sont, je pense, typiquement liés au métier d'avocat où finalement, au-delà de la technique juridique qu'il faut bien entendu maîtriser, on reste sur des problématiques où on doit mêler l'humain et le juridique et finalement trouver des solutions à un problème particulier et où finalement toute cette connaissance technique n'est qu'un outil pour arriver à résoudre une situation. Donc c'est vraiment à chaque fois un challenge parce qu'il faut s'adapter aux enjeux qui sont en présence. Et du coup, après avoir parlé des challenges, qu'est-ce qui te stimule le plus au quotidien? Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier? Alors ce que je trouve passionnant dans mon métier, c'est qu'aucune journée ne ressemble à une autre. Donc il y a beaucoup de métiers pour lesquels c'est le cas, mais en tant qu'avocat, c'est vraiment typique parce qu'on peut un jour porter la robe et être devant un tribunal pour voilà, défendre une affaire ou être en demande, hein, c'est courant aussi. Et puis le lendemain, rédiger un contrat très pointu avec une marque qui met en place un modèle innovant par exemple pour vendre. J'imagine que tu t'ennuies pas du tout et en plus ce qui est hyper intéressant c'est que tu es au cœur finalement des stratégies des marques en général parce que quand on parle de demande et pour se protéger contre quelques autres finalement situations indélicates qui peuvent être rencontrées, j'imagine que tu as la partie brevetée qui intervient si c'est de la propriété intellectuelle. Donc c'est vrai que en plus moi qui travaille côté plutôt RH, c'est vrai que on a une culture du secret et de la stratégie quand on travaille au sein des marques. Donc finalement t'es consultante entre guillemets parce que t'es avocate, mais finalement t'es au cœur à chaque fois des stratégies. C'est ça qui est vraiment passionnant. Il faut savoir qu'un avocat est tenu dans sa déontologie par le secret professionnel. Donc en fait, les clients, ça leur permet de nous expliquer vraiment leurs problématiques et de partager des choses, sachant qu'elles ne sortiront pas du cadre de notre cabinet. Et donc effectivement, intellectuellement, c'est très stimulant. Et aussi, trouver les bons textes de loi et les bonnes stratégies, c'est aussi une réflexion purement juridique qui est très stimulante. Et du coup, si jamais une personne souhaiterait faire la même chose que toi, pour toi, quelles
quelles sont les qualités principales que tu dois avoir pour réussir dans ton métier? Alors, je pense que mon métier, on peut le prendre sous deux aspects, parce que d'une part, il y a la partie juridique pure, donc les missions de l'avocat, et j'ai aussi mon quotidien de chef d'entreprise, puisque j'ai créé mon cabinet. Donc pour parler d'abord du métier d'avocat, il faut avoir une rigueur juridique au niveau de la technique, donc ça c'est la base, mais ensuite il faut vraiment être flexible et savoir s'adapter aux différents enjeux qui sont en présence dans chaque affaire. Au niveau de la gestion d'entreprise, il faut toujours être capable d'innover et de voir les tendances en fait, de voir qu'est-ce qui va demain être important pour mes clients, quels sont les textes de loi qui vont peut-être changer la donne ou les actualités, et arriver à anticiper pour proposer des solutions au bon moment. C'est vrai que du coup, oui, il y a toute une partie où tu dois tout le temps te tenir informé des nouvelles lois qui vont peut-être rentrer en vigueur, et puis au-delà de ça, de nouvelles techniques. On l'a vu, le numérique prend une part très très importante, et c'était pas le cas il y a quelques années. D'ailleurs, le droit numérique, moi je me souviens à la fac, il y a très longtemps quand je faisais du droit, c'était vraiment les prémices. Là aujourd'hui, il y a tout de même une évolution, donc finalement tu dois tout le temps être en alerte finalement pour pouvoir comprendre au mieux et accompagner tes clients. Exact. En tant qu'avocat, nous avons aussi une obligation de formation. On doit se former 20 heures par an ou 40 heures sur 2 ans. Donc les sujets sont libres, on peut choisir. Mais du coup, au-delà de cette obligation, je pense que je passe beaucoup plus de temps que ça à me tenir à jour et à toujours lire les dernières décisions de jurisprudence, parce que les textes, c'est une chose, mais la façon dont ils sont appliqués par les tribunaux, c'est finalement ça qui va faire la différence dans un conseil qu'on va pouvoir donner. Et du coup, pour expliquer un petit peu la jurisprudence, alors c'est vrai que c'est le juge qui décide finalement d'appliquer la loi, parce que la loi peut parfois être un petit peu secrète, c'est ça, en tout cas pas très clair, et du coup, quand il donne une décision, finalement, pour les autres cas similaires, on applique la même chose, c'est ça, hein, j'essaie de résumer la jurisprudence. En fait, ça permet d'interpréter certains textes de loi. Par exemple, si je prends un exemple tout bête, pour le e-commerce, on va avoir un texte qui va nous dire dans le code de la consommation que le bouton sur lequel on clique pour commander, il doit s'appeler soit commande avec obligation de paiement, parce qu'il y a un nom un petit peu long, ou tout autre nom similaire qui témoigne de l'intention de payer et qui témoigne de l'engagement pris de payer. Bon, quel nom correspond à cette définition ou pas? Finalement, les exemples s'accumulent au fil du temps, au fil des décisions de justice qui peuvent être rendues ou des contrôles administratifs. Donc finalement, ça nous aide à avoir une tendance sur l'interprétation d'un texte, sachant qu'un juge demain n'est pas tenu de dire la même chose que le juge précédent. Contrairement au système anglais où le précédent, la règle du précédent, donc la jurisprudence s'applique. Et du coup, tout en respectant cette confidentialité, en général, quelles sont les problématiques que rencontrent le plus tes clients de la mode et du retail? Alors, pour mes clients qui créent de nouvelles marques de mode, les problématiques les plus concrètes et les plus fréquentes sont autour du nom de marque. Parce qu'en fait, pour trouver un nom de marque et qui puisse valablement être utilisé, il doit répondre à certains critères du code de la propriété intellectuelle, mais également, ça doit aussi être un nom de marque qui n'est utilisé par personne. Donc il y a toute cette recherche d'antériorité qui doit être faite pour voir si le nom auquel la marque pense est déjà utilisé d'une manière ou d'une autre, à l'identique ou de manière trop proche. Et ensuite, il y a toute la partie litige, parce que ça arrive fréquemment qu'une personne se sente par exemple attaquée par le nom de marque qui a été déposé et dise non, c'est trop proche de ma marque et j'étais là avant, donc là on rentre dans des procédures. Donc c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Et sinon, les problématiques contractuelles en fait, qui peuvent arriver avec les fournisseurs, les surfaces de vente, ou quand les marques sont dans la production avec leurs usines qui fabriquent les vêtements, etc. D'accord. Mais effectivement, c'est vrai que le nom de la marque, ça, c'est une partie de l'identité qui est très forte. Donc finalement, quand on commence la réflexion de créer sa propre marque, je crois que le nom, c'est ce qui vient en premier. Donc c'est quelque chose qu'on a envie de chouchouter, de protéger. Donc j'imagine que tu dois avoir souvent ce type de cas. Oui, puis en plus, la marque implique des investissements assez lourds, puisqu'une fois qu'on a un nom, on va faire un logo, donc on va payer un graphiste. Ensuite, on va faire des campagnes de publicité et on va commencer à faire des campagnes de notoriété. Peut-être que dans la ville, au niveau local, si c'est une boutique, le nom va commencer à être connu. Et si au bout de 6 mois, on doit tout arrêter parce qu'un concurrent avait des droits dessus et tout recommencer, c'est vrai que ça peut faire basculer le destin d'une entreprise. Donc c'est très délicat comme sujet. C'est vrai qu'en plus, comme tu le disais, c'était au bout de quelques mois. Il n'y a pas tout de suite de réaction, c'est-à-dire quand on va le déposer son nom, est-ce qu'il peut y avoir justement un temps de latence où on se rend compte que finalement il était trop proche
ou trop similaire à un autre et du coup bah, on perd 6 mois, 1 an, c'est le genre de cas qui peut arriver? Alors on a un temps de latence quand la marque est déposée à l'INPI, donc l'office qui s'occupe des marques en France. Il y a un délai de 2 mois qui s'ouvre pour que toute personne qui justement ait l'impression que ce nom porte atteinte à ses droits puisse former opposition. Donc une fois ce délai passé, on a déjà une première certitude sur le fait que la marque est valable. Cela dit, il est toujours possible de demander la nullité de la marque pour d'autres critères et ça c'est une action qui n'est pas prescrite, donc ça peut se passer plus tard. Justement, dans cet univers maintenant très digital, contre quel type de risque les marques et les maisons de luxe doivent-elles se prémunir? Alors, dans cet environnement digital, le droit de la propriété intellectuelle continue à s'appliquer, mais il n'est peut-être pas rédigé dans des termes qui s'appliquent directement, par exemple, au métaverse ou à des NFT, etc., aux crypto-monnaies. À l'époque, on a eu ça aussi. En fait, les grands principes continuent à s'appliquer, mais on n'a pas de disposition très précise qui va dire il faut faire ça dans tel cas. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, comment protéger ces droits de propriété intellectuelle sur toute forme de support. Donc ça, c'est un premier défi. Dans le numérique, on utilise énormément de données. Par exemple, dans le retail, maintenant, on peut savoir exactement dans quel magasin, qu'est-ce qui a été acheté par qui, mais également avoir des données personnelles sur les clients de la marque. Et donc, le règlement général sur la protection des données qui est entré en application en France il y a 2 ans maintenant, il est toujours applicable, en fait, et demande une certaine organisation en interne, même chez les marques de mode, finalement, qui sont des entreprises comme les autres, pour protéger les données des utilisateurs et les gérer de manière conforme. Et puis tu parlais tout à l'heure de crypto-monnaies, de NFT, de métaverse. Ça, c'est vrai que c'est la nouvelle tendance là depuis plusieurs mois. Je pense qu'à chaque fois que j'ouvre LinkedIn, je vois une nouvelle, une marque se lance sur le métaverse, etc. C'est vrai que souvent, quand c'est quelque chose de très très nouveau, le droit n'a pas forcément cette réactivité ou en tout cas cette rapidité. Donc finalement, il peut y avoir un trou juridique. Et du coup, comment on se prémunit pour éviter justement qu'il y ait un peu une rétroactivité des lois qui passent et puis finalement on se retrouve à changer pas mal de choses. En fait, effectivement, l'innovation donne toujours cette impression de vide juridique sur certaines questions. Mais en fait, les bases, on revient toujours aux bases, elles continuent à s'appliquer. Et quand on parle de droit d'auteur, par exemple, c'est un droit qu'on a sur toute œuvre de l'esprit. Peu importe la forme qu'elle peut prendre. Donc après, ce qui va poser question sur des nouveaux supports, c'est la preuve. Comment on va pouvoir prouver que telle personne a réfléchi à telle chose en premier? Ou alors est-ce que le fait de recopier un sac dans le métaverse qui n'a jamais de forme physique, matérielle, est-ce que c'est autorisé ou est-ce que c'est déjà une contrefaçon d'un vrai sac? Et ça, c'est des questions qui sont réglées par les tribunaux, justement, et peut-être demain par un texte qui viendra réguler la pratique. C'est vrai que le cas du sac, on l'a vu il y a quelques mois, donc c'est vraiment d'actualité. Et enfin, du coup, dernière question, pour toi, quel est l'avenir du monde numérique concernant la mode en ligne? Alors, en ce moment, on voit beaucoup de jeunes marques qui se créent et qui mettent en avant leurs valeurs éco-responsables. Et on a l'impression qu'il y a la mode éco-responsable et puis la mode à côté, les autres. Mais finalement, je suis persuadée que demain, l'éco-responsabilité, ce sera la norme. Et que finalement, toutes les marques vont soit avoir une démarche pour aller vers plus de respect de l'environnement, des personnes, etc. Ou alors, de base, vont se créer en respectant ce type de principe. Et pour ça, le numérique aide vraiment parce que ça peut permettre par exemple un système de précommande qui va éviter de surproduire. Pour aller vers plus d'éco-responsabilité, le digital joue un rôle clé dans les process de fabrication, notamment dans la manière de vendre aussi pour éviter le gaspillage finalement et les invendus. Mais aussi vers des nouvelles formes de consommation. Par exemple, une tendance qui arrive, c'est le live shopping, où de plus en plus de vêtements sont achetés au cours de live, et ça fait un peu penser au téléachat de l'époque. Oui, c'est vrai. Mais maintenant que ça se passe sur Internet, c'est soumis aux règles applicables au droit du numérique. Et au niveau purement juridique, on a une directive européenne qui va rentrer en application bientôt, le Digital Market Act. Donc ça va être une grosse actualité qui va concerner notamment tous les opérateurs de plateformes digitales et également dans le secteur de la mode. D'accord, bon, c'est intéressant, beaucoup de projets à venir. Mais c'est vrai que, comme tu l'as souligné, les marques mettent en avant comme un avantage marketing et commercial le côté propre, le côté développement, éco-responsabilité. Et c'est vrai que, moi je dis ça vraiment en tant que cliente,
parfois c'est vraiment un argument purement marketing, mais parfois c'est pas tout à fait vrai. Et on le voit notamment au niveau des étiquettes douanières qui, elles, ne peuvent pas mentir, donc les étiquettes qu'on voit sur nos vêtements. Et à l'inverse, sur le site internet, on peut avoir voilà, made in, je sais pas, sur un pays, et puis quand on regarde l'étiquette, c'est pas totalement vrai au niveau de la composition. Ça, le droit touche à ce domaine-là. J'imagine que peut-être le code de la consommation, il s'ouvre à des risques finalement, parce que c'est presque mensonger. Oui, effectivement. D'ailleurs, il y a des textes de loi qui sont précisément sur ce sujet. Effectivement, dans le code de la consommation, tout ce qui concerne en fait le greenwashing, c'est repris sous les textes qui sanctionnent des pratiques commerciales trompeuses. Donc en fait, ça va être des pratiques commerciales qui vont influencer le consommateur, mais finalement sur la base d'informations fausses et qui vont l'induire en erreur, qui vont modifier sa décision d'achat, mais basées sur des choses fausses. Et quand c'est en matière d'allégation environnementale que ce type de pratique se trouve, la sanction est encore plus élevée que pour les pratiques commerciales classiques. Donc on voit qu'il y a une volonté du législateur quand même de faire très attention sur ces sujets et de protéger en fait les acheteurs. Bah, c'est vrai qu'on se sent un petit peu biaisé, enfin moi je dis ça pour mon expérience personnelle, mais on a l'impression que sur le site internet, les marques peuvent finalement, elles ont une liberté de mettre ce qu'elles ont envie de mettre sur le site internet. Et puis finalement, moi je travaille dans un univers particulier où la douane intervient beaucoup, donc forcément l'étiquette elle ne ment pas, on peut pas mentir sur l'étiquette. Et c'est vrai qu'on se trouve un peu biaisé, que ce soit sur le pays de fabrication ou même sur la composition, ça peut être plein de sujets différents. Et du coup, normalement les sites internet sont quand même très encadrés par la loi, finalement on n'a pas le droit de mettre des arguments. Quelle est finalement la limite entre publicité, parce qu'on a envie d'être commercial, on a envie de mettre un peu de paillettes et d'enrobage, et versus quelque chose d'un peu mensonger et trompeur? En fait, tout est dans... effectivement, c'est beaucoup dans la nuance. Et finalement, on parle des étiquettes et du made in. On va voir sur certaines étiquettes conçues en France ou pensées en France, mais en fait, pas du tout. Mais même si le vêtement est fabriqué en France, peut-être que le fil ou que la matière première vient, elle, d'un autre pays et que finalement, ça donne l'impression que c'est extrêmement éthique parce que c'est fabriqué en France, ce qui est vrai, donc le site n'a pas menti. Mais finalement, on n'est peut-être pas quand même au top de l'éco-responsabilité et de ce qu'on peut faire de mieux en matière de mode éthique. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est encore un peu une jungle pour le consommateur de distinguer ce qu'il achète vraiment. Et il y a en plus une pléthore de labels qui se créent en la matière et qui sont, tant qu'il s'agit d'un label privé, c'est le créateur du label qui va fixer un certain nombre de règles. Donc un très bon score à un label X ne veut pas forcément dire que le produit est le plus éthique. Donc pour l'instant c'est malheureusement encore aux consommateurs de faire attention, mais il y a des initiatives notamment au niveau européen pour justement créer un label européen qui lui certifiera un certain nombre de points. Merci beaucoup pour ces précisions. Si jamais mes abonnés veulent te suivre sur un réseau, est-ce que tu as un réseau où ils peuvent justement suivre un petit peu les actualités? Alors sur Instagram, j'ai un compte qui s'appelle Le Droit à la Mode, donc tout collé, où je m'attache à diffuser des conseils en fait pour les créateurs de marques ou les personnes qui gèrent une marque de mode, donc sur tous les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui. Et autrement, je suis présente également sur LinkedIn. Merci en tout cas. De toute façon, je mettrai les liens justement de Glinis, les réseaux sociaux en barre de description. En tout cas, un grand merci de nous avoir éclairés et un grand merci pour ce moment. En tout cas, on a appris pas mal de choses sur le droit et on voit que finalement le droit est très très présent dans l'univers de la mode. J'ai répondu à ton invitation avec grand plaisir. Je te remercie, Mélissa. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. On attend avec impatience vos commentaires et on se retrouve très prochainement. Bye bye!